Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Institut français de Grèce. Je suis Mohamed Rochdi, attaché de coopération scientifique et universitaire ici à l'Institut. Au nom du directeur de l'Institut, M. Nicolas Ebalin, au nom de la directrice de l'Institut Cervantes, Mme Christina Condé, je vous souhaite tous la bienvenue à cet événement, cette soirée Jeunesse innovante que nous organisons à la fois dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, mais aussi dans le cadre des festivals Jardins d'Athènes que nous co-organisons depuis hier, donc depuis le 20 septembre jusqu'au 26, jusqu'à dimanche prochain, avec nos partenaires ici, locaux, mais aussi les représentations étrangères qui font partie du réseau Unique Athens, ou Unique Athens ici. Plusieurs événements sont prévus le long de cette semaine. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site dédié à ce festival qui s'appelle uniqueathens.gr. C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir aussi cet événement et les innovateurs qui nous rejoignent dans cette soirée, à la fois de France, d'Espagne, mais aussi de Grèce, sur un sujet éminemment important, qui est celui, bien évidemment, qui concerne de manière générale le développement durable, mais surtout, je dirais, la végétalisation des espaces urbains et comment revivre, comment recréer des poches, des espaces, des lieux verts au sein de nos grandes métropoles qui ne cessent de se développer à travers le monde et qui, par le passé, par cette forte urbanisation, laissaient de moins en moins d'espace à cette végétalisation, à ces poumons, comme on dit, verts dans les villes. Nous avons vraiment le plaisir ici d'avoir des innovateurs qui ont réfléchi à ces questions-là et qui ont créé des process, qui ont créé des idées, des projets, des startups pour essayer d'accompagner ce retour des espaces verts et retour de la verdure au sein de nos espaces urbains et comment nous sensibiliser à ces questions-là. Donc, c'est un événement, comme vous l'avez compris, à la fois organisé dans le cadre du réseau Unique à Athènes, mais particulièrement cette soirée Jeunesse innovante est organisée entre l'Institut français de Grèce et l'Institut Cervantes, ici à Athènes, que nous avons le plaisir de coopérer autour de cette soirée. Sans être plus long, je remercie d'avance ou par avance les innovateurs qui ont accepté de participer à cette soirée. De France, comme je le dis, d'Espagne, je crois que la présentation sera en ligne, mais aussi de Grèce. Je remercie tout particulièrement Nicoletta qui va animer cette soirée avec des pitchs, des petites présentations courtes qui vont être faites, ainsi qu'un débat qui va être organisé à la fin de cette soirée qui sera suivie d'un cocktail auquel tous les participants et tous les présents à cette audience sont invités à participer. Le public peut poser ses questions en ligne, mais aussi, bien évidemment, le public présent, parce que l'événement est à la fois diffusé sur la page Facebook de l'Institut, mais aussi sur le site Internet directement de l'Institut français de Grèce. Donc, sans être plus long, je vous souhaite une très, très bonne soirée, un excellent événement et j'espère des idées inspirantes pour nous tous pour les années à venir. Merci et bonne soirée. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Bonsoir à tous. J'aimerais remercier Mohamed Rochdi, l'Institut français, ainsi que l'Institut
espagnols et tous les organisateurs ici présents. Nous sommes ici réunis ce soir car, selon les objectifs des Nations unies sur le développement durable, il y a une nouvelle manière de grandir dans une ville, d'évoluer dans une ville, de s'épanouir et de profiter des nouvelles technologies. Les villes intelligentes sont un environnement, je dirais, idéal. On entend souvent parler et on essaye de coordonner, d'associer l'économie, l'éducation sous un même angle, qui sont les nouvelles technologies. Donc, nous sommes ici pour aborder une dimension spécifique et ce soir, nous aurons avec nous 4 perspectives, 4 idées nouvelles qui nous sont présentées de France, de Grèce et d'Espagne pour voir comment nous pouvons envisager ensemble l'avenir. Que pouvons-nous faire avec les différentes instances publiques et avec l'aide des startups pour avoir un avenir plus durable, viable, en associant les nouvelles technologies et la nature dans nos villes, dans nos cités urbaines? Sur ce, j'aimerais avec plaisir inviter Christos Raftogiannis, qui est le directeur général de Citicorp et qui sera notre premier intervenant. Merci. Bonsoir. Je vais commencer à présenter ce mariage, cette association. Je suis le président-directeur général de Citicorp. De quoi s'agit-il? C'est un appareil intelligent qui permet à chaque individu de cultiver ses fruits et légumes lui seul et de surveiller tout cela à partir d'une application sur son téléphone portable. Quel était le premier problème auquel nous avons été confrontés pour commencer à réfléchir à la réalisation de Citicorp? Le principal problème sur le marché, c'est qu'il n'y a pas la transparence et la sécurité sur les aliments. De nombreux aliments se perdent pendant le transport ou le stockage, ou bien il y a une surproduction car nous ne savons pas très bien quelle sera la quantité de produits à consommer. Et ces produits sont moins frais parce que nous pouvons, on peut avoir un produit peut être cultivé, un aliment peut être cultivé aujourd'hui, mais vendu beaucoup plus tard. Donc, nous avons pensé à Citicorp, à cet appareil qui permet de cultiver 3 fois plus rapidement, qui permet d'utiliser des engrais, moins de 65% d'engrais, qui nécessite 85% moins d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. Nous avons un environnement entièrement contrôlé, c'est l'humidité, l'engrais et la lumière, le soleil. Parallèlement, nous mettons en place des grown protocols, comme on les appelle, de sorte que chaque culture, chaque légume ou plante qui sera cultivé soit identique à chaque fois. Cet appareil existe sur le marché depuis 2019. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est le nouveau modèle qui sera mis sur le marché bientôt, mais qui ressemble au premier appareil. C'est le premier appareil modulaire dans le monde. Nous avons commencé à le fabriquer à la fin de 2015 et qui permet de créer l'ambiance dans cet appareil avec 2 zones différentes de température à chaque étage. Donc, on peut cultiver des plantes différentes, des plantes estivales sur la première grille ou premier étage et d'autres sur le deuxième niveau.
Nous avons mis en place un processus très simple, c'est-à-dire à partir de la semence jusqu'à la culture, il suffit, des connaissances spécifiques ne sont pas requises. Nous n'utilisons pas d'engrais, il s'agit d'un environnement clos entièrement, donc aucune maladie à l'intérieur dans la culture des plantes. Il n'y a pas d'organismes génétiquement modifiés et faible coût d'entretien, 15 minutes par mois, très peu de consommation d'énergie et presque pas de nuisances sonores. Ce qui est très important, c'est qu'à partir de la collecte de données des différents appareils que nous avons, nous rassemblons toutes ces données, nous avons une photo d'une plante, nous stockons ça dans notre base de données et à travers des techniques d'intelligence, nous surveillons, nous évaluons si ces techniques sont approuvées, quand la semence a été faite, quel est le rythme de la culture, etc. Nous avons également ici l'application sur le portable. Tout se fait à partir de cette application que nous avons chez soi, à la maison, qu'on relie sur Internet, et tout se fait à partir de cette application. On peut définir la température, la lumière en fonction du type de plante cultivée. Ici, vous avez une carte de l'emplacement ou de l'emplacement de nos clients aujourd'hui. 3 éléments constitutifs. C'est la texture, le goût, qui sont dus à la lumière et aux différentes substances nutritionnelles. Tout ceci fonctionne à partir de l'hydroponie, donc les plantes ont l'eau dont elles ont besoin. Et nous avons donc une culture très rapide. Ce sont le processus est de la ferme à l'assiette et notre production peut se faire tout au long de l'année car en définissant nous-mêmes la température et la lumière, nous pouvons cultiver ce que nous souhaitons à n'importe quel moment de l'année. Nos légumes sont utilisés dans la restauration ou à domicile. Nous fournissons également ces appareils au restaurant. Nous créons également un appareil plus grand pour s'adresser à d'autres clients. Et dans la lettre que nous envoyons d'abonnement, chaque client, chaque utilisateur reçoit des semences. Et tous les éléments nécessaires. Pour qu'il puisse cultiver, l'utilisateur doit utiliser nos graines sous forme de capsules. Nous avons donc créé ce que vous voyez sur l'écran, où nous avons placé les graines, la semence. Nous donnons ça au client et ceci fonctionne comme la capsule de café, cette capsule qui est placée dans cette motte de terre. C'est l'appareil le plus grand que nous avons conçu, celui que vous voyez sur l'écran et qui se base sur la technologie, la même technologie que le plus petit appareil. Ce qui change, c'est son schéma et qui fait qu'il peut répondre aux besoins de culture ou de plantes d'un supermarché ou d'un restaurant. Quel est l'avantage de la vente de ce type d'appareil à un supermarché ou un restaurant? Il faut dire que le prix des légumes varie dans l'année, comme pour les produits de la bourse. Nous n'avons pas de perte de stockage ou d'entretien. Les plantes sont stockées et nous avons des produits frais
car le client peut avoir la plante qu'il souhaite au moment souhaité. Nous produisons donc, comme je l'ai dit, quelque chose de frais, de sain et de sûr, puisqu'il n'y a pas d'engrais utilisés. Nos utilisateurs peuvent réduire leurs dépenses, faire des économies, et nous réduisons ainsi les inquiétudes des consommateurs par rapport à l'impact sur l'environnement et aux produits qu'ils achètent, aux mêmes produits qu'ils peuvent acheter au supermarché. Ici, vous avez une gamme des plantes qui existent dans notre base de données. Ici, vous voyez 160 variétés. Aujourd'hui, nous en sommes à 65. Vous pouvez voir certaines données concernant notre entreprise. Nous sommes à 3 dans notre start-up. Nous avons le responsable ingénierie. Moi, je suis responsable au niveau business et hydroponie. Comme on a l'habitude de dire, l'avenir, c'est maintenant. Rejoignez-nous. Merci. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. On va inviter donc par la suite les prochains intervenants. Élodie Stéphane et Monsieur Baptiste Laurent, qui sont des cofondateurs de Vertuo. Bonsoir à tous. Merci déjà de cet accueil. Donc Élodie et moi-même, nous sommes associés chez Vertuo. Alors Vertuo, pour bien comprendre, vraiment notre signature, c'est comment végétaliser, comment pérenniser la nature en ville. Et pour bien comprendre l'introduction, le contexte, il faut comprendre les enjeux du changement climatique à l'échelle des villes. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment 3 éléments clés sur lesquels on va jouer. Le premier élément, c'est déjà l'enjeu de la ressource en eau. La ressource en eau, en fait, on sait aujourd'hui, avec le changement climatique, qu'il y a 2 enjeux qui sont complètement extrêmes. D'un côté, la raréfaction de la ressource en eau, qui est un sujet très préoccupant à l'échelle de la région de Grèce. Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a le changement climatique qui fait que les épisodes climatiques font que, globalement, dans les 20-30 prochaines années, on va avoir quasiment autant de pluies qui vont tomber chaque année, mais par épisodes beaucoup plus intenses, beaucoup plus orageux, et donc qui vont créer des impacts d'inondations beaucoup plus récurrents. Donc les villes ne sont pas prêtes face à ces épisodes. Ça, c'est vraiment le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, il faut savoir aujourd'hui, par exemple, sur des journées assez chaudes qu'on peut vivre à Athènes, la nuit, si on part sur le nord de la ville d'Athènes, dès qu'on rentre un petit peu plus dans les régions végétalisées, il y a 10 degrés de différence par rapport au centre-ville d'Athènes. Ces 10 degrés de différence, c'est uniquement l'incapacité de la ville, et ce n'est pas Athènes en soi, c'est toutes les villes sur le globe, à résorber la chaleur et à du coup se rafraîchir pendant la nuit pour être prêt du coup à le lendemain se réchauffer face au rayonnement du soleil. Ça, c'est un nouvel élément, un enjeu à l'échelle des villes de manière globale qui est très préoccupant. C'est l'incapacité du coup à réguler la température face à des épisodes intenses. Et troisième élément, c'est le déséquilibre de l'écosystème entre la biodiversité et la vie humaine dans les villes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait que globalement, dans les 30 prochaines années, à l'échelle du globe, on va être 60% de la population mondiale à vivre dans des villes. Donc, c'est inévitable aujourd'hui, d'un point de vue économique. On a besoin, en fait, de ce modèle. Seulement, il y a un véritable enjeu derrière, puisque petit à petit, progressivement, on élimine différentes zones de biodiversité. Et on sait que la biodiversité est nécessaire dans la ville, puisque ça a des impacts positifs en termes de santé, en termes d'hygiène, sur la qualité de vie humaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 enjeux que j'ai vraiment envie que vous ayez en tête ce soir.
sur lesquels on va vraiment travailler et sur lesquels, finalement, il y a un élément clé sur lequel nous, on travaille, c'est la végétation. La végétation, c'est un outil formidable puisque, finalement, ça existe depuis l'existence de la Terre, hein, et en fait, ça apporte des impacts positifs sur chacun de ces enjeux-là. Puisque la végétation, ça a un impact sur l'eau, ça a un impact sur le rafraîchissement, puisque les plantes rafraîchissent l'air ambiant, ça a un impact sur la biodiversité, ça a un impact sur la qualité de vie humaine. Et notre question à laquelle on répond vraiment aujourd'hui, c'est comment, concrètement, on peut pérenniser la nature en ville dans des contextes urbains que l'on connaît. Alors effectivement, donc moi je suis designer et comme Baptiste vous l'a expliqué, face à ces grandes problématiques que l'on a souhaité soulever au sein de Vertuo, moi j'ai pensé à ce paysage qui est donc le bocage, qui est un paysage qu'on trouve sous différentes formes dans de nombreuses régions à travers le monde. Et moi c'est un paysage avec lequel j'ai une relation particulière puisque j'ai grandi dans la campagne rurale de l'ouest de la France, entourée de ce bocage. Et on parle là d'un paysage hydraulique, qui est un système très intelligent, qui a été façonné par des générations de paysans qui avaient vraiment des connaissances du milieu, qui étaient vraiment connectés à leur terre. Et donc le bocage, c'est donc un paysage qui va permettre de gérer un territoire en séparant les champs entre eux, en les séparant des routes, qui va être un vrai outil de production de bois, d'arbres fruitiers, donc nourriciers, et également un habitat très riche pour toute une faune et une flore variée. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé au sein de Vertuo, face à toutes ces problématiques de changement climatique, c'est la capacité de ce paysage bocager, grâce à son talus et à ses douves, à récupérer les eaux pluviales qui ruissellent dans les champs pour venir les stocker. Et grâce à ce système, très simple et ingénieux, un écosystème se forme et permet à l'eau de retourner lentement vers la nappe phréatique avec une régulation qui fait que les plantes peuvent continuellement puiser dans ce stockage d'eau. Alors, quand on regarde ce principe de paysage et qu'on le compare à la manière dont on gère et dont on bâtit la ville, cette ville trop souvent imperméable, où on laisse donc l'eau s'échapper, on ne profite pas de cette eau. Nous, on a souhaité imaginer une manière de penser à une nouvelle forme de paysage urbain, de bocage urbain, qui permette d'aménager les villes en recréant un cycle de l'eau en ville. Alors, nos aménagements modulaires, ils vont donc être composés d'une partie qui permet de stocker cette eau, qui va récupérer les eaux de ruissellement ou les eaux de toiture, et d'une autre partie, donc on a un séparateur au centre qui vient donc isoler la partie eau et permettre de communiquer avec une partie de terre pour accueillir nos plantations et permettre une végétalisation autonome. Et donc, du coup, cette solution innovante permet de vraiment développer 3 impacts à l'échelle de la ville. Le premier impact essentiel, c'est recréer une résilience autour de l'eau, recréer de la perméabilité. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a des épisodes qui sont très extrêmes, soit des pluies qui vont être plus intenses qu'il y a 50 ans, ou soit une raréfaction de la ressource en eau et des sécheresses intenses. Et donc, l'idée ici, c'est de recréer un système qui va pouvoir capter toutes les eaux au moment où on en a, où elles tombent sur le sol, éviter que ces eaux elles aillent créer des inondations, elles aillent saturer les réseaux souterrains, éviter qu'elles créent du coup des impacts négatifs sur la vie humaine. Et puis de l'autre côté, faire en sorte que cette eau elle soit captée, qu'elle soit stockée, qu'on évite l'évaporation, et donc faire en sorte que cette eau elle soit utilisée plus tard quand les plantes en ont besoin pour elles-mêmes rafraîchir. Ça, c'est le premier élément, c'est recréer de la résilience. Le deuxième élément, c'est permettre l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est la capacité d'une plante à aller chercher l'humidité disponible dans le sol par ses racines, la capter et rafraîchir le sol urbain, l'atmosphère urbaine par les feuilles. C'est comme ça, du coup, aujourd'hui, qu'avec nos solutions, on arrive à rafraîchir de 7 à 20 degrés Celsius plus frais un quartier, une rue, en recréant, du coup, cette solution, cette synergie entre l'eau et le végétal. D'accord ? Et troisième impact élémentaire, c'est recréer de la biodiversité. Et alors pour ça, ça veut dire qu'en fait, il faut réintroduire une végétation qui n'existe pas forcément dans les villes aujourd'hui. On a eu l'habitude de végétaliser par du floral, par de l'horticulture dans les villes pour son esthétisme. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir de nouvelles palettes végétales
qui permettent du coup à la fois d'être favorables pour la vie humaine, parce qu'elles sont esthétiques, mais des palettes qui sont issues du milieu sauvage et qui donc vont recréer des milieux qui sont favorables pour la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments clés. Alors, pour aller plus concrètement dans la solution, on a deux projets concrets. Le premier, c'est Bocage Urbain. Bocage Urbain, en fait, c'est une solution plutôt à l'échelle de la ville, pour des municipalités, pour des collectivités. Et l'idée, c'est de recréer une sorte d'aqueduc végétalisé dans la ville. Donc, on a créé une sorte de gamme de blocs Lego, mais à l'échelle de la ville, hein, donc de taille assez conséquente, de l'ordre du mètre cube, qui vont se connecter les uns aux autres et qui vont recréer une sorte d'aqueduc végétalisé, c'est-à-dire une douve où l'eau va tomber. Donc, dès qu'il pleut, l'eau va se capter sur les trottoirs, sur la route, tomber dans cette douve, être emprisonnée dans un réservoir, éviter que l'homme puisse échanger avec cette eau. Hein. Donc, l'eau, elle est indisponible pour l'homme, elle ne s'évapore pas directement. Et ensuite, en fait, l'eau transite de module en module et on recrée du coup une bande végétalisée autonome. Donc, on a quelques exemples. Alors ici, c'est notre première et notre dernière réalisation autour du bocage urbain. Donc à gauche, vous pouvez voir notre expérimentation, notre premier prototypage. On a 8 modules qui récupèrent les eaux d'une toiture d'un bâtiment juste à côté. Et on a pu, pour cette première expérience, faire toute une batterie de mesures pour évaluer justement la capacité des plantes à évapotranspirer, à quelle rapidité elles consommaient cette eau, et pour vérifier nos calculs en matière de capacité de stockage d'eau. L'image juste à droite représente notre première rue. Donc là, on est passé à l'échelle du démonstrateur. Et on a donc cette rue qui représente 100 mètres linéaires à peu près et dont les modules bocage urbain récupèrent les eaux de ruissellement de l'intégralité de la bande carrossable. Et donc, cette haie qui va donc continuer à se développer, puisque le projet est assez récent, pourra atteindre jusqu'à 2,50 m de hauteur en matière de végétal au niveau arbustif. Et voilà, et du coup, vraiment une solution qui va demander très peu d'entretien, puisque en gros, l'idée, c'est que derrière, on va avoir du végétal quasiment autonome, quasiment sans arrosage toute l'année, 80% d'économie d'entretien. Et ensuite, deuxième solution, plutôt pour des sites anciens, plutôt historiques, existants, donc là où on ne veut pas créer de lourds travaux dans le sol, on a une solution qui est autonome, qui se pose sur le sol et qui vient du coup dévier des descentes de gouttières, donc de l'eau qui tombe des toitures, et qui va permettre de recréer des îlots de verdure complètement autonomes, éviter que l'eau descende des gouttières et ruisselle sur le sol et aille du coup drainer toute la pollution dans les réseaux souterrains, faire en sorte que cette eau elle soit captée le plus proche de la source possible pour créer un linéaire, des lieux de vie végétalisés, rafraîchissants toute l'année. Quelques solutions également. Alors ici, ce sont également des réalisations assez récentes. On peut voir que là, l'idée, c'est vraiment d'être dans un langage de mobilier urbain en termes de finition, de qualité, donc de pouvoir vraiment s'intégrer dans des espaces qui peuvent aussi être exigeants en matière de finition, de s'adapter à différents types d'espaces, de sols, de matériaux. Et donc, on va pouvoir végétaliser, comme Baptiste l'a expliqué, essentiellement des pieds d'immeubles. On récupère les eaux de toiture. Mais on peut aussi, comme cet exemple à gauche, venir s'insérer sous des préaux pour venir végétaliser des espaces entre intérieur et extérieur. Pour finir, ce qui est important chez Vertuo pour nous, c'est de chercher à contribuer à apporter notre pierre à l'édifice en matière de transformation de l'espace urbain pour apporter plus de bien-être en ville. Et pour nous, ça passe principalement par une réflexion sur des projets bio-inspirés, l'observation d'écosystèmes, comme j'ai pu le montrer dans le cadre de cet exemple autour du bocage, et de comment demain la ville peut se transformer pour plus de résilience, plus de bien-être en ville, mais avec sous une forme la plus simple possible pour se reconnecter à ce qu'on savait parfois faire autrefois et retrouver du bon sens dans notre approche du territoire et de l'espace en ville comme à la campagne. Voilà, merci à vous. On est disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas, si vous avez un projet ou l'opportunité de nous aider à déployer un test sur le territoire grec, avec joie pour en parler tous ensemble après. Voilà.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Merci à tous les deux. Maintenant, nous allons donner la parole à notre intervenant suivant, qui nous vient de Séville, Monsieur Benigno Lopez-Ville. Señor, no podemos entenderles. Su micrófono está cerrado. Ahora me escucháis bien. Disculpad, lo tenía cerrado, ¿cierto? Bueno, buenas tardes a todos. Disculpad que no haya... Excusez-moi, bonsoir à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous à cette soirée très intéressante. Je voudrais remercier l'Institut Cervantes et l'Institut français de Grèce pour cet événement. Moi, je vais vous parler de MACES, qui est la société d'eau et d'assainissement de Séville. Et j'aimerais vous parler tous sur l'économie circulaire et le changement climatique. Notre ville était confrontée à de nombreux problèmes et nous avons tenté de trouver des solutions pour atténuer l'impact du changement climatique. MACESA, c'est le service municipal, comme je l'ai dit, de traitement des eaux et d'assainissement de Séville. Nous avons essayé de voir ce qu'une société comme la nôtre peut faire. Nous captons l'eau par voie souterraine, par l'eau pluviale. Lorsque vous, à Athènes, vous utilisez l'eau et tous les consommateurs ne savent pas quelle est la suite qui est donnée, le traitement de cette eau. Donc, cette eau doit être traitée pour pouvoir être introduite dans le circuit de l'eau. Ici, vous voyez une station d'épuration. C'est le grand inconnu. L'eau, avant d'être rejetée dans nos fleuves, l'eau, elle est traitée ici. Ce sont tout des installations qui permettent de gérer et de traiter cette eau. Les habitants payent énormément d'argent pour pouvoir avoir un traitement d'eau dans ces installations. 60% du coût que nous payons pour être approvisionnés en eau sert exactement au fonctionnement de ces installations. Et je parle des eaux que nous utilisons dans toutes nos activités, pour prendre un bain, pour faire la vaisselle, etc. 60% de l'énergie, 60% donc de l'eau, 60% de cette électricité sert à faire fonctionner ces installations. Comment peut-on arriver à une autosuffisance? Nous utilisons tout cela dans ces grands digesteurs, comme on les appelle, et un gaz est utilisé composé de méthane. Et nous pouvons produire 20 gigawatts d'énergie qui correspond à la consommation de nombreux foyers par an.
Ceci peut se faire à partir de la décomposition de la matière organique issue du traitement des eaux usées. Donc, nous avons une autosuffisance de 65%. Nous voulons arriver à atteindre une autosuffisance de 100%. Et pour y arriver, nous avons trouvé une solution via un problème. À Séville, qui se trouve au sud de l'Espagne, en Andalousie, Séville a la ville avec le plus grand nombre d'orangeries en Europe. Nous avons 40 000 orangers à Séville qui produisent des oranges amères. Cette production d'oranges amères, qui est à peu près de 4 000 tonnes par an, nous ne savons pas que faire de ces oranges qui étaient envoyées à la décharge. Il y avait donc un manque, c'était irresponsable de jeter toutes ces oranges. Et Emasesa, la société de traitement des eaux et d'assainissement, s'est penchée sur ce problème. Il faut dire que ces oranges contiennent beaucoup de fructose qui peuvent être digérées dans ces grandes citernes et produire du méthane. Le jus de ces oranges amères nous permet de produire du méthane. Et également, nous ne jetons pas la peau, nous l'utilisons, nous la récupérons et nous produisons du compost que nous mélangeons avec la boue d'épuration pour produire ce compost utilisé dans l'agriculture. Nous sommes à côté du fleuve et nous avons des hectares de production agricole. Notre sol n'est pas très riche en matière organique. À partir de ces oranges donc amères, nous produisons de l'énergie et du compost. Pour arriver au résultat souhaité, à la consommation souhaitée en termes de gigawatts, vous allez voir, gigawatts ici, pensez 1000 kilos d'oranges amères. À travers la pression industrielle, nous obtenons 500 kilos de jus et 500 kilos de peau, ce que nous faisons chacun chez soi, à la maison, lorsqu'on presse une orange. À partir de ces 500 kilos de jus, et à travers ce processus que j'ai présenté tout à l'heure, à travers la décomposition de cette fructose, nous produisons 50 kilowatts. Et ces 50 kilowatts correspondent à la consommation d'un foyer pendant 5 jours. 100 kilos d'oranges amères permettent d'offrir l'électricité nécessaire pour un foyer pendant 5 jours. Et qu'en faisons-nous? Que faisons-nous de nos oranges? Nous jetons la peau et toutes les autres matières solides. Ce que nous faisons, c'est que nous mélangeons le jus et la peau avec cette boue et nous produisons 100 kilos de compost. Nous savons donc que nous contribuons à cette économie circulaire. Rien n'est rejeté. Il n'y a pas de résidus. Nos habitants nous disent « Mais quel est le gain de tout cela ?»
Notre modèle, le modèle de notre ville, est le suivant. C'est une ville qui se fonde sur l'économie circulaire, qui respecte les traités en matière, les accords en matière de biodiversité, et tout ceci est lié au transfert vers l'économie verte. Chaque kilowatt produit est utilisé pour faire fonctionner cette station d'épuration des eaux. Cette station d'épuration fonctionne à partir de l'énergie que nous produisons et nous avons donc une économie de 2,5 millions d'euros par an. Les oranges amères ne sont pas les seuls agrumes et produits utilisés, ce qui veut dire que les habitants voient leur redevance municipale baisser, ou du moins nous ne faisons pas augmenter, nous n'augmentons pas les redevances municipales. Ceci a un impact, bien sûr, sur la société, sur l'économie, sur l'environnement. Notre vie se fonde sur ces trois piliers que nous respectons. Nos amis de l'Institut Cervantes nous ont contactés car ils ont lu un article dans la presse. Notre modèle a démontré qu'il est très réussi en matière de réduction de l'empreinte sur l'environnement. Nous contribuons à la balance économique, nous fournissons un service aux habitants de notre ville et nous faisons des économies de 2,5 millions d'euros grâce aux économies faites dans le mode de fonctionnement de notre station d'épuration. Et par ailleurs, nous avons une meilleure gestion de ces tonnes d'oranges amères. Vous pouvez voir ce modèle qui contribue à l'économie circulaire, qui contribue à faire face au réchauffement climatique. Nous réduisons donc notre empreinte carbone. Et ici, ceci est très parlant. Nous avons une réduction des gaz à effet de serre. Et enfin, comme nous dit Christine Lorange, pour prendre l'environnement au sérieux, il faut s'amuser et ne pas créer de sentiment de culpabilité. Je terminerai par ceci, car il s'agit d'un exemple qui est lié à l'innovation. Et en tant que municipalité de Séville, nous avions un problème, c'était ces grandes quantités d'oranges amères dans notre ville. Nous avons essayé de trouver une solution, non pas à travers un sentiment de culpabilité, mais en créant une économie circulaire urbaine, ce qui est très important pour une association sans but lucratif comme ce service municipal d'épuration des eaux et d'assainissement. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer donc à la dernière intervenante pour ce soir. Nikki Carali, donc, est priée de monter sur scène. Elle est la directrice de Mantis Innovation. Can you please see how I'm
Bonsoir. Merci beaucoup à l'Institut français de Grèce et à l'Institut Cervantes pour cette soirée. Mes félicitations aux intervenants précédents et pour les solutions excellentes qu'ils viennent de présenter sur cette question brûlante du changement climatique. Je m'appelle Nikki Karali, je suis le Chief Operations Officer de Max Mantis Innovation. C'est le développement d'un logiciel pour l'évaluation de propositions innovantes, de propositions d'investissement, par exemple différentes startups. Un logiciel qui nous aide à gérer une série de startups pour le compte d'autres incubateurs, pour des venture capital crafts et puis pour le secteur public. Après avoir commencé avec des initiatives comme l'enregistrement officiel du paysage des startups grecques, c'est l'initiative Elevate Greece. Pourquoi je suis là donc ce soir? Je suis là pour vous présenter le Greenathon. En tant que société, nous nous occupons de la gestion d'une série de programmes innovants concernant les startups, à condition qu'elles puissent mettre en valeur les défis auxquels se trouve confrontée la Grèce, où elle veut convoquer des startups, leur demandant de présenter leurs idées et de monter des coopérations au niveau de l'État avec le gouvernement, un certain ministère, une municipalité, ou bien au niveau des sociétés, avec des sociétés qui ont des problèmes qu'elles souhaitent résoudre et donc souhaitent coopérer avec certaines startups. En fait, Greenathon est le premier programme d'innovation que nous avons créé de concert avec le ministère du Développement et de l'Énergie ici en Grèce. Nous invitons toutes les startups, les innovateurs, à soumettre une solution par rapport aux défis auxquels se trouve confrontée la Grèce en ce moment. On présente donc les problèmes les plus techniques et les défis qui existent à l'heure actuelle et nous apportons des coopérations entre le secteur public et le secteur privé à l'aide des startups. Vous voyez une partie du logiciel que nous avons développé et qui nous permet d'automatiser, de faire l'automatisation de toutes ces procédures d'évaluation et de suivi avec des indices, des indicateurs qui nous permettent de suivre en fait ce que présente chaque société. Les startups, pendant la durée de leur fonctionnement, elles sont mises à l'épreuve en quelque sorte puisqu'elles ont de graves problèmes avec les capitaux à lever et elles ont besoin de fusionner pour monter des coopérations, par exemple. Ici, vous voyez les thématiques que nous développons à travers nos programmes d'innovation verte. Au-delà du changement climatique, on s'occupe d'une question brûlante pour la Grèce cette dernière année notamment. C'est la gestion et la restauration des forêts. Nous cherchons des solutions innovantes dans ce secteur, des solutions techniques concernant également la gestion de l'eau et de la vie marine, la viabilité urbaine et les villes intelligentes, le changement climatique et l'économie circulaire, l'énergie et les matières premières minérales, un secteur pas tellement développé à l'heure actuelle ici en Grèce. La procédure que nous suivons et la logique selon laquelle on collecte les propositions des thématiques qui nous intéressent, nous faisons une évaluation, nous passons à des quarts de finale, des semi-finales et puis à des finales. Les derniers, les finalistes, ont la possibilité de coopérer
et de travailler soit au niveau de l'appareil de l'État, soit au niveau de la région, des municipalités. Nous avons donc des startups et des individus qui veulent intégrer donc un certain mécanisme, des scientifiques, des ingénieurs, des développeurs, des spécialistes du marketing. Ils peuvent donc coopérer et présenter des solutions. À l'évidence, tout cela ne serait pas possible. Nous avons nos propres coopérations, notre propre réseau. Nous voulons l'élargir et donner la parole même aux startups qui sont ici dans la salle aujourd'hui. Tout se passe de concert avec le ministère de l'Environnement, avec le secrétariat général et avec l'organisme créé ici en Grèce pour la gestion de la crise du climat, les matières premières minérales. Et celui qui soutient l'opération, c'est le Elevate Greece. Nous voyons donc à quel point nous avons pu créer cet écosystème, créé autour de l'innovation verte en Grèce aussi, fondé sur le Elevate Greece, un triple projet qui comprend des universités et des fondations de recherche, des sociétés, mais aussi le gouvernement. Ces trois doivent coopérer avec les startups, avec les organismes de financement. Sinon, on ne peut pas avancer et les startups, certes, ne peuvent pas avancer. Ça, c'est clair. C'est le fond de cette réflexion. Voilà pourquoi nous travaillons. À travers les programmes, toutes les startups reçoivent, les lauréates reçoivent des prix. Elles peuvent monter des coopérations. Elles sont invitées plutôt à être évaluées par des experts du marché. Et certes, elles vont toucher des prix financiers, pas énormes, mais elles ont une aide de la part de mentors ou de consultants qui pourront leur permettre de monter des coopérations au niveau de l'appareil de l'État, car la bureaucratie et les modes de travail ici en Grèce sont très concrets. De notre côté, nous essayons d'assurer une formation pour que cette coopération soit possible. Voici certaines données statistiques pour les participations du dernier programme qu'on a monté. À titre d'exemple, nous voyons que seuls 3% avaient affaire à la restauration des forêts, 3% aussi avec la gestion des eaux, 25% étaient liés à l'énergie et le changement climatique et l'économie circulaire représentent un 29%. Voyons donc ce qui existe à l'heure actuelle en Grèce en matière de technologie verte et ce qui se passe dans notre propre programme. Nous voyons un enregistrement officiel du pays, ce qui existe par exemple dans chaque région, et nous pouvons voir combien de startups proviennent de chaque région. Voici des statistiques qui montrent le niveau de maturité de toutes ces propositions. Les startups qui sont passées à l'étape finale du programme, vous voyez que leur niveau est assez élevé. Et nous avons certaines données statistiques pour la Grèce sur le nombre des sociétés qui ont participé. 82 sociétés. Le nombre des groupes, 17 groupes, enregistrés officiellement dans le registre grec 27. Et les personnes qui avaient des idées sur ces questions n'étaient que 6, les individus. En terminant, donc, on a pu rassembler plus de 100 propositions qui ont été soumises pour faire face à des défis environnementaux. Nous avons environ 3 personnes par équipe et plus de 45 et 12 propositions finales. Nous continuons à soutenir les startups et dès que tout cela sera finalisé, nous mettons les uns les autres en contact. Donc, on est prêt à faire des connaissances et à participer
à travailler avec d'autres collaborateurs. Να ευχαριστήσω Je voudrais remercier Nikki et les autres intervenants. Je voudrais vous dire que nous allons passer maintenant au débat, à la discussion, où des questions seront posées aux intervenants et par la suite, vous pourrez avoir l'occasion de poser vos propres questions vers la fin de notre soirée. Christo, je commence par toi-même. En fait, ta propre solution est liée à deux aspects très importants qui concernent le bien-être des citoyens, des citadins, mais dans deux sous-catégories, c'est-à-dire qu'on peut vivre dans une maison intelligente. Un citoyen peut cultiver des végétaux, des légumes. Et de notre côté, à part la partie corporate, il y a un aspect de gestion de l'espace public. Comment donc pourrions-nous mettre en œuvre ton propre concept en ville? Tu pourrais nous donner deux exemples, s'il te plaît? Ακούγομαι. Ωραία, τέλεια. Ξεκινώντας, να κάνουμε develop. Lorsque nous avons commencé à développer le Citigroup, nous pensions que l'idée principale n'était pas la partie ingénierie. C'est quelque chose que l'on peut améliorer. L'important, c'était la partie électronique, le software, le logiciel, pour pouvoir utiliser un climat idéal dans le Citydrop et créer un environnement idéal ici, par exemple, pour pouvoir créer un environnement vertical pour pouvoir cultiver. C'est quelque chose d'assez habituel en Europe et ailleurs. Donc, transformer des endroits en fermes virtuelles. C'est ainsi que nous avons conçu notre partie électronique et nous avons pensé que ceci peut être utilisé dans un restaurant. Dans nos villes, dans les cités urbaines, que peut-on faire? On pourrait créer un conteneur. Un conteneur peut être installé dans chaque quartier qui soit dirigé par la municipalité et qu'il soit chargé également de l'entretien, et ce avec des avantages pour les habitants. Ce conteneur peut être installé peut être conçu de manière à pouvoir être installé à n'importe quel endroit où on peut également transformer un bâtiment de la municipalité. Ce serait une solution très proche de ce l'on discute aujourd'hui, c'est-à-dire la municipalité pourrait transmettre cette mentalité de bien-être aux habitants, une approche de vie plus saine. Et pour passer également ainsi à l'éducation des jeunes et des enfants, car les enfants et les jeunes qui vivent dans les cités urbaines ne savent pas comment on cultive une plante. Et donc, ceci pourrait également avoir un avantage, pourrait être utilisé sur le plan éducatif. Excellent. Donc, on pourrait apprendre aux enfants, aux jeunes, comment créer de nouvelles conditions et les informer, les éduquer aux nouvelles technologies. Merci. Dis-nous, à partir du moment où ceci concerne le côté public, nous savons très bien que la condition préalable pour créer une ville intelligente, il faut réunir les conditions appropriées, donc les bonnes infrastructures. Donc, ta solution dans une ville qui retrouve son rythme, quel est le défi à relever dans la solution que tu proposes? Le défi serait la coopération et permettre aux habitants, à la municipalité de saisir son importance.
Nous savons tous que ce genre de coopérations sont difficiles, notamment en Grèce, car les démarches sont lentes. On y arrive, mais avec une certaine lenteur. Et puis, toute cette lenteur ne permet pas de promouvoir ces démarches. Nous concevons ces appareils sur le mode plug and play. Si vous créez une infrastructure dans la ville, je pense que c'est une approche difficile car nous manquons d'espace permettant d'installer une nouvelle infrastructure. Donc, une solution plug and play serait plus efficace. Donc, c'est un modèle hardware qui pourrait être utilisé de manière plus facile, plus simple. Les consommateurs sont incités ainsi à essayer quelque chose de nouveau tout en préservant leur bien-être et leur qualité de vie et en leur permettant également de découvrir quelque chose de nouveau dans la ville. Merci pour cette réponse. Passons maintenant à Élodie et à Vincent. Votre solution est aussi intéressante car en fait, vous avez un système automatisé que vous avez créé, un système automatique. Mais quelle est la réaction des citoyens? Avez-vous mené des expériences à titre d'essai? Comment réagissent les citoyens face à ce système? Et par ailleurs, pourriez-vous nous donner des données statistiques? Car logiquement, vous avez fait des calculs, des évaluations. Lorsque vous avez mis en œuvre votre projet, qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce que vous lui avez donné de différent à ce citoyen, à ce citadin? Déjà, du point de vue de la perception de nos solutions, effectivement, quand on a commencé à installer nos premiers pilotes, on était impatient de savoir comment ça allait être perçu. Et il s'avère qu'il y a un sujet sur lequel, déjà les plantes, c'est un vrai sujet de transition sur lequel on voit que ça évolue. Alors, je ne sais pas exactement le contexte en Grèce, comment ça se passe, mais nous, ça fait déjà quelques années qu'on n'a plus la possibilité dans les villes d'utiliser des produits phytosanitaires. Et donc, les citoyens commencent à s'habituer au fait de voir de plus en plus de plantes spontanées et commencent progressivement à s'habituer à la présence d'une végétation un peu plus sauvage, un peu moins horticole, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, nous, les premiers retours, c'était vraiment dans nos échanges avec les usagers, les habitants, les citoyens, c'était cette perception de plantes qui ne sont pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir en ville. Et ça a été assez bien reçu, parfois un peu provocateur et surprenant parce qu'il y a de la pédagogie à faire autour de ça. Les gens sont encore habitués à voir des choses très ornementales en matière de plantes. Et donc, on sent qu'il y a une évolution qui se fait sur ce point-là. Et c'est vrai, ça sous-entend la question de la biodiversité dont on a parlé tout à l'heure derrière, puisque ces plantes, on les choisit pour cette raison-là, pour ramener de la biodiversité en ville. Peut-être que... Exactement. Et en complément, je pense que ce qui est très important, c'est de prototyper, se frotter aux citoyens le plus rapidement possible. Nous, on a eu la chance d'être lauréat d'un concours innovation avec la ville de Paris. Donc, la ville de Paris s'est engagée à expérimenter notre solution il y a 5 ans. Et en fait, ça a été un énorme accélérateur de notre solution, puisqu'en fait, on peut toujours créer une solution pour la ville durable en chambre avec des experts, et en fait, on aura un débat pendant des années et des années. Le fait de le placer sur l'espace public et de le co-construire
avec les citoyens, en prenant leur retour d'expérience, en allant à leur rencontre. Finalement, en fait, le produit ou la solution, elle s'affine automatiquement avec eux. Et voilà. Et ça, c'est vraiment très, très important, je pense, dans la démarche d'innovation. Et c'est nous, ça fait vraiment partie de notre ADN. Enfin, Elodie, mon associé, est designer. Et ça fait partie, en fait, de la construction d'un produit. Aujourd'hui, on ne peut plus créer des nouveaux éléments pour la ville uniquement techniquement. Il faut les créer avec les utilisateurs. Alors, deuxième question sur les aspects techniques. Oui, bien sûr, le premier prototype qu'on a installé, on avait installé 17 capteurs sur tout le système. Et en fait, nous, on a principalement évalué en gros trois grandes briques. Hein. C'est la performance en eau, la performance en rafraîchissement et la performance en biodiversité. Donc, l'impact en fait sur le redéveloppement de nidification en fait d'espèces. Voilà. Et donc, ça a été vraiment le démarrage. Donc nous, ce que l'on a vu, c'est en gros, globalement, je vais faire un raccourci, hein, mais en synthèse, sur la partie rafraîchissement, on a une solution qui du coup permet de rafraîchir de 7 à 20 degrés un espace urbain. On est 10 degrés plus frais qu'un espace de pleine terre, donc un espace qui spontanément est planté dans le sol. Donc en fait, c'est une vraie performance vis-à-vis du rafraîchissement urbain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément par rapport à la gestion de l'eau, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on offre une vraie résilience face aux inondations parce qu'en gros, alors ici, c'est différent hein, parce qu'ici, il pleut moitié moins qu'à Paris, mais à Paris, en gros, avec un module qu'on a créé, on arrive à résorber une crue décennale, c'est-à-dire une pluie qui tombe une fois tous les 10 ans sur 10 mètres carrés. Voilà, donc c'est le type d'indicateur. Voilà. Et sur le troisième élément, sur la biodiversité, en fait, c'est un petit peu moins scientifique puisque c'est de l'observation qui permet en fait de redécouvrir des espèces qui se développent dans les îlots de verdure qu'on va créer et qui ne peuvent pas se développer par ailleurs parce qu'en fait, elles ne connaissent pas leurs plantes qui existent dans le milieu sauvage. Voilà. Je vous remercie tous les deux, mais j'ai une dernière question. En effet, votre partie est liée à l'impact beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, le changement climatique et la partie concernant la résilience. Mais un défi important, c'est la coopération des startups avec l'administration locale, précisément pour mettre en œuvre des solutions à une échelle plus grande par rapport à la première mise en œuvre qui... On revient donc à la question des infrastructures, le design des infrastructures des villes, car Paris, par rapport à Athènes, il y a des ressemblances. Il y a des infrastructures vraiment très, très vieilles où chaque maire et tout le système doivent repenser. Mais nous parlons d'une coopération. Votre solution permet de changer les points où la solution est appliquée totalement. Quelle a été donc la réaction de l'administration locale sur place? Comment ça s'est passé, cette coopération? Et est-ce que vous avez remarqué des lacunes? Qu'est-ce qui manquait dans cette coopération qui devrait exister donc dans tous les cas, pas seulement dans votre propre cas? Si je peux commencer, peut-être que je serai complétée. Moi, je pense que, alors déjà, historiquement, l'évolution du projet s'est faite sur le long terme. On a eu l'occasion d'être... la ville de Paris nous a accompagnés en fait, depuis de nombreuses années. On a fait partie de plusieurs programmes pour développer notre solution. Et un point, en fait... sur lequel il y a eu un travail de fond à mener et qui fait que ça a quand même pris du temps, c'est que notre projet, il se situe aux frontières de plusieurs disciplines. Donc, on va toucher autant à la question de la voirie, des travaux de voirie, de l'architecture, de l'aménagement des espaces verts, de l'entretien de cette voirie. Et donc, ça impose de mettre beaucoup de personnes autour de la même table et qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble.
Et donc ça prend du temps, mais on voit que sur les projets de fond, dans la construction de la ville durable, de la ville de demain, avec cette végétation dont on a besoin, les projets ont besoin, enfin, impliquent qu'on travaille main dans la main entre différents services, implique cette collaboration. Et on a la chance, nous, de voir quand même que ça évolue dans le bon sens et qu'il y a de plus en plus de capacités à travailler de façon transversale. Donc, depuis 5 ans, c'est quand même, il y a une belle évolution et les programmes sont plus efficaces. Donc, c'est une bonne chose. Ελοντή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απάντηση. Élodie, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour cette réponse. En effet, la coopération, c'est un défi quand on travaille avec des instances différentes, des gens venant du secteur scientifique et non seulement. Tu m'as dit un mot très important, le urban planner. On doit s'apporter dans cette équation des instances et des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler au niveau de la ville et des changements. Et je garde donc ce point. Je voudrais passer maintenant à Benigno. Il est vrai que notre public, mais nous aussi, Benigno, on a été surpris, on a été pris de court. La solution, c'est quelque chose d'original, de pratique pour la ville. Et en effet, on a trouvé beaucoup de points communs. Nous avons de notre côté beaucoup d'arbres qui ne sont pas mis à profit, au moins à Athènes. La première question que j'aimerais te poser est liée aux nouvelles données communiquées par l'accord vert européen. Selon cet accord, la production et la consommation d'énergie représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, certes, la nouvelle stratégie veut passer à une situation de neutralité d'ici à 2050. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons besoin d'un résultat, ou plutôt d'un système plus efficace, circulaire. Et là-dessus, donc, j'aimerais te poser la question. Selon ta propre expérience dans la ville, mais tu peux me répondre aussi par rapport à une autre ville que vous avez éventuellement vue, puisque vous menez des études, votre société mène des études. Quel est le pourcentage du bienfait qui revient à la ville? Si on dit que la ville compte 1 million d'habitants, par exemple, quel est le pourcentage de cette énergie qui est produite par votre solution revient sur la ville? Pourquoi, finalement, on doit s'intéresser à la production de biocarburants? Un bref commentaire, donc, pour nous dire pourquoi on doit s'y intéresser, pourquoi la Commission a fait des statistiques sur le sujet. Et dernière question, mis à part les oranges amères, quelle autre matière organique interagissent les citoyens? Et pourquoi avez-vous choisi ces autres matériaux au-delà des oranges amères? Merci beaucoup. Sí, bien, si te parece, empiezo casi por la última, ¿vale? Por la última pregunta. Je commence par la dernière question. En fait, nous n'avons pas choisi que les oranges amères. Tout simplement, nous avons trouvé une solution à un problème qui existait déjà. La ville avait des tonnes d'oranges amères et donc il fallait trouver un moyen de bien les gérer. Nous n'avons pas utilisé tous ces digesteurs uniquement pour les oranges amères.
Il faut dire que Séville n'a presque pas d'activité industrielle. Nous vivons du tourisme et du développement agricole et avec un faible taux d'industrie et surtout dans le domaine de la transformation. Ce qui veut dire que notre faible production industrielle crée des eaux usées riches en carbone. Et nous nous sommes dit, si nous avons ces digesteurs géants qui nous permettent de créer des gaz et d'autre part, nous avons une industrie avec des eaux usées riches en dioxyde de carbone, nous allons essayer de faire coexister cela et d'en faire et de créer, de générer de l'énergie. Et donc, ceci revient aux citoyens et doit toujours avoir un impact positif pour le citadin. Si nous n'arrivons pas à démontrer aux citadins, aux habitants le bénéfice, nous avons perdu. Donc, nous devons expliquer, nous expliquons cela à nos citadins. Il n'y a pas que les oranges amères, il y a le riz, il y a les kilos de fruits qui pourrissent, il y a également tous ces aliments qui sont rejetés par les supermarchés. Tout ceci est jeté dans les digesteurs. Deuxièmement, quant à la question des biocarburants et de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'est la solution. Tous les combustibles qui sont liés au carbone, au gaz font partie du passé. L'Europe est à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique et ces biocarburants représentent l'avenir. Nous avons une grande quantité de biogaz dans nos déchets. L'exemple que je vous ai cité avec cette quantité énorme d'oranges amères, vous pouvez saisir l'importance, la quantité de gaz que l'on peut récupérer à partir de nos déchets. Tous ces grands accords au niveau des Nations Unies, le transfert écologique, l'économie verte, ce sont des choses très importantes. Mais ce qui importe, c'est que les changements climatiques à proximité du citadin sont des politiques plus appropriées qui permettent de démontrer aussi aux citoyens que les déchets peuvent être récupérés pour créer de l'énergie et améliorer la résilience de l'environnement. Il faut savoir qu'il nous faut accroître notre transfert vers le changement, vers l'économie verte. Nous devons devenir plus résilients. Comment? En essayant de récupérer de l'énergie. Et autour de nous, il y a une vaste quantité d'énergie. Il y a quelque temps, nous perdions toute cette énergie à travers nos oranges et l'exploitation de ces oranges amères. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, merci, merci beaucoup. Je garde deux éléments que tu as cités très importants. Tout d'abord, il faut veiller, comme il a été dit, il faut être observateur lorsqu'on parle de solutions intelligentes, de résilience, lorsque l'on veut aller de l'avant et ne pas répéter les erreurs du passé, car, comme tu l'as bien dit, nous sommes à la pointe de la technologie. Il faut chaque fois essayer de faire profiter de tout cela nos citadins, car ce sont les citoyens, les citadins qui doivent en profiter, qui savent quels sont les besoins dans sa ville. C'est la première chose que je garde de ton intervention. Et deuxièmement, il faut veiller à mieux avoir ce qu'est une solution innovante. Il ne faut pas trouver des solutions qui doivent être appliquées sur Mars. En d'autres termes,
Il ne faut pas chercher quelque chose d'extraterrestre. Non, nous avons besoin de solutions que l'on retrouve, qu'on trouve pour des solutions au quotidien. Il suffit de pouvoir les identifier et être toujours présent pour faire face à ces problèmes et toujours en œuvrant ensemble. Merci. Niki Karali. Σε συνέχεια, À la suite de ce qu'on vient d'entendre, tu nous as donné certains éléments lors de ta présentation tout à l'heure, mais j'aimerais que tu nous donnes des données du registre national de Elevate Greece. Dans quelle sous-catégorie les startups essayent d'apporter des solutions en Grèce et quelles sont les technologies qui sont utilisées davantage? L'intelligence artificielle ou autre chose? Et quel est leur niveau? Pour avoir une certaine optique, on parle de solutions, mais voyons de manière un peu plus large, si vous voulez, l'écosystème de l'innovation. Merci beaucoup pour cette question, Nicole. En fait, en pratique, toutes ces données sont ouvertes à la disposition de tous. Il y a une base de données dans le site de Elevate Greece, donc chacun peut y aller et voir ces données. Les startups qui sont enregistrées en ce moment, il y en a d'autres qui n'ont pas été enregistrées. Enfin, celles qui sont enregistrées et qui s'occupent de l'environnement et du changement climatique représentent un 8%, un petit pourcentage. Nous étions surpris car la plupart des sociétés, les startups ici en Grèce, s'occupent davantage du secteur de la santé. Dans cette classification, il y a les green tech, les environnementaux et diverses autres sociétés avec un pourcentage de 8%. Et les technologies utilisées, nous voyons beaucoup de robotique dans diverses applications. Nous voyons beaucoup des données analytiques et des big data. Les sociétés peut-être ne se sont pas encore servies. Elles gardent cela dans leur business plan. Des sociétés donc avec un TRL de 4 à 6 et qui esquissent les pas suivants avec le soutien de toutes les infrastructures, des autres programmes et du gouvernement pour passer à l'étape suivante, pour accélérer et voir des TRL du niveau 9. Je pense avoir répondu à toutes tes questions. Bien sûr, bien sûr. Pourrais-tu me dire, avec un commentaire vraiment très bref, très court, tu m'as parlé d'un 8%. Certes, on est surpris, nous aussi, c'est un tout petit pourcentage par rapport à tout ce qu'on voit, à ce qu'on observe à l'échelle de l'Europe. Et donc, l'écosystème grec, il se trouve à quel niveau par rapport à l'Europe? Pas seulement l'Europe du Sud-Est, l'ensemble de l'Europe. Le niveau est-il bon? Par exemple, dans les 3-5 ans à venir, nous devrions peut-être accélérer avec les nouvelles énergies, avec toutes les instances. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, le 8% représente l'ensemble des startups enregistrées. Cela ne veut rien dire. Ça veut dire, ça a un sens par rapport aux autres secteurs dans lesquels s'activent les startups. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation que j'ai faite, c'est que l'écosystème de l'innovation comprend, au-delà des startups, des structures de soutien et des organisations gouvernementales qui le composent,
tous ces acteurs collaborent pour faire avancer l'écosystème. Il est vrai que pour l'instant, il y a un grand intérêt pour l'environnement. Le projet Greenathon que j'ai présenté tout à l'heure, le nombre des projets soumis que j'ai présenté tout à l'heure concerne un très court laps de temps, ce qui montre qu'il y a beaucoup d'intérêt. Certes, il y a des lacunes, il y a des vides. Les autres stakeholders de l'écosystème, avec l'accord vert signé, l'accord vert européen et le fonds de redressement, le fonds de relance, qui doit apporter des solutions sur des questions qui concernent l'innovation et le développement vert, nous permettent d'être optimistes pour aller vers l'avenir. Mais nous avons beaucoup à faire, tous ensemble, les uns et les autres, pour trouver les bonnes coopérations et les bons résultats. Très bien. Je retiens chez toi le fait qu'on est à un niveau satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le développement de ces solutions ici en Grèce. Mais comme tu viens de le dire, il y a encore beaucoup à faire par rapport à nous-mêmes, à la Grèce et puis aussi par rapport aux autres pays. Et je voudrais un commentaire très bref de la part des autres intervenants aussi sur la question de savoir, par exemple, en Espagne, à Paris, Christo, à Athènes ou dans toute la Grèce, comment l'écosystème de l'innovation se trouve à ce niveau? Y a-t-il quelque chose qu'on doit faire dans les médias? Il manque quelque chose? Des applications à titre d'essai plus nombreuses? Qu'est-ce qui manque à votre avis, à partir de votre propre perspective? Θα μιλήσω περισσότερο για το οικοσύστημα της Ελλάδας. Je vais plutôt parler de l'écosystème grec. Je connais un petit peu l'écosystème britannique puisque nous étions à Londres pendant un an, un accélérateur. Notre écosystème en Grèce a commencé aux alentours de 2010-2011. C'était les premiers fonds, les Jeremys, qui avaient été accordés. Il n'y avait pas vraiment de soutien à l'époque. Il était très difficile de trouver un mentor, de trouver un accélérateur, un incubateur pour pouvoir développer l'entreprise. Mais au fur et à mesure que les années passent, on constate qu'on ne s'aligne pas sur les autres pays européens, mais nous avons encore un certain retard, mais nous avançons et nous nous rapprochons des pays du nord de l'Europe où les écosystèmes sont plus développés d'un point de vue économique, car il y a plus de fonds. Toutefois, depuis 2017, où le European Investment Fund a commencé, il y a davantage de fonds qui se sont écoulés sur le marché. Il y a des fonds pour les étapes initiales, mais également pour celles qui ont des fonds propres pour commencer. Donc, cet écosystème grec commence à évoluer. Il y a de très belles choses qui se font. Il y a eu cette interruption due à la COVID, à la pandémie, mais nous avons de nombreuses startups qui travaillent dans le tourisme, puisque c'est le point fort grec, et qui ont vu un certain retard dans leur développement, un pas en arrière, je dirais. Que pouvons-nous faire? Je dirais, nous aurons davantage besoin de synergie en Grèce entre start-up, entre entreprises, pour que cet écosystème grec puisse mieux fonctionner. Je me souviens, il y a 4 ou 5 ans, j'étais en Israël et chaque fondateur parlait du fondateur de l'autre
start-up, ce que l'on ne trouve pas en Grèce, car il y a plus de compétitivité. C'est vrai que le modèle de business est différent. Et la seule chose, c'est que l'on peut profiter de l'expérience de l'autre start-up. Une petite entreprise qui n'a pas les fonds propres nécessaires et peut profiter des contacts d'une autre start-up pour passer à l'étape suivante avec un contact avec un investisseur, angel investor, etc. Tout ceci peut aider l'écosystème grec à évoluer. Un commentaire très rapide. Côté Paris, je pense qu'une accélération, alors je rejoins mon voisin sur les synergies. Je pense qu'aujourd'hui, il existe, nous par exemple, on est lauréat de Solar Impulse, hein, donc qui est un label international qui recense des entreprises autour de l'environnement. Mais en fait, finalement, on est 600 ou 700 solutions dans ce label et il y a très peu de synergie entre tous les fondateurs. Alors, je pense que, en effet, entre les différents pays, on peut déjà créer des solutions en commun et on a les mêmes acteurs. Donc, il y a déjà ça. Et puis après, deuxièmement, vis-à-vis des villes, je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a un rôle très important sur le prototypage. On arrive à prototyper et à mettre une solution et à la tester. Mais je pense que derrière, il manque une courroie de transmission sur l'industrialisation de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on manque énormément de pédagogie dans le domaine public. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'offre pas suffisamment d'outils à tous les salariés du public, hein, quel que soit le pays, pour finalement accéder facilement aux achats d'innovation d'une manière simple. Et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui et ce que je retrouve dans beaucoup de pays, globalement. Tu veux dire autre chose? Μπενίνο, ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Un dernier commentaire. Sí, mira, yo... Oui, moi, je regrette, mais je ne partage pas le point de vue de Christos. En Espagne, nous ne sommes pas des innovants, des novateurs, et ceci est lié à la mentalité des Espagnols. Ce changement de modèle que je défends ardemment, et je défends ardemment l'idée que les modèles de la société, les modèles sociétaux changent à travers l'éducation, à travers la formation. Et je considère que c'est une condition sine qua non, et je parle uniquement de l'Espagne. Il est nécessaire de changer le mode de formation et d'éducation. Plus il y a d'information, plus il y a d'éducation, plus il y a d'innovation, plus il y a de collaboration, de synergie et de start-up. En fait, il y a une pauvreté intellectuelle en Espagne et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas très novateurs. Mais je suis très optimiste pour les générations, pour nos jeunes générations. Nos jeunes dans la société ont une mentalité différente, mais je vous le dis, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Et là, je ne suis pas très ambitieux, pas très optimiste. Je voudrais vous remercier tous pour nous avoir présenté votre optique à chacun sur l'écosystème de l'innovation. En résumant donc ce qui vient d'être dit, je voudrais dire qu'on a besoin d'être ouvert. Et pour être ouvert, nous avons besoin de voir les choses à partir d'une optique nouvelle et pas comme on avait eu l'habitude de le faire au cours des 20 dernières années. Des choses
sont intervenus en raison du changement climatique et donc on doit trouver le moyen pour coopérer et trouver des solutions. Je retiens de ce qu'ont dit les intervenants précédents et Benino aussi, on doit être formé. Sans cette partie-là, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de synergie et on ne peut pas évoluer dans le secteur de l'innovation. N'oublions pas la raison pour laquelle on se trouve ici réunis. On a besoin d'avoir la nature au centre, sinon les résultats seront bien pires par rapport à ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle et donc on a besoin de nous protéger. Nous vous remercions tous d'être venus ici aujourd'hui, l'Institut français de Grèce et l'Institut espagnol qui nous ont permis de nous réunir et nous espérons que vous avez pu profiter de la soirée. Nous avons quelques minutes pour une ou deux questions, Julie. Merci pour votre intervention. Du coup, je parle en français. Et j'avais une question assez simple pour Vertuo. C'est si vous l'avez déjà imaginé ou si vous pouvez l'imaginer rapidement, est-ce que vous pensez que votre solution, elle serait applicable dans une ville comme Athènes, sachant que vous vous basez sur l'eau de pluie et que du coup, c'est très dépendant du climat, juste pour avoir cette hypothèse et voir si cette solution, elle marche aussi dans des situations différentes. Voilà. Bonsoir, merci pour la question. Donc, alors oui, exactement. En fait, on a déjà installé déjà des sites pilotes dans le sud de la France, qui a une pluviométrie qui est supérieure à la ville d'Athènes, mais qui est déjà différente du nord de la France. Et en fait, il faut savoir que nous, notre promesse, c'est pas de créer du végétal qui va être autonome par l'eau pluviale toute l'année. La promesse, c'est de revaloriser la moindre goutte d'eau pluviale qui tombe du ciel par du végétal. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans le sud de la France, on a une installation à Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Marseille. Et à Aix-en-Provence, en fait, on collecte toutes les eaux pluviales sur une petite place publique. Et toutes ces eaux pluviales elles vont permettre aux plantes d'accéder à 4 mois d'autonomie et en revalorisant toute l'eau pluviale. C'est-à-dire que toute l'eau pluviale qui tombe sur cette place ne tombe pas dans le réseau public, ne va pas dans les usines de retraitement, évite du travail pour tout le service public de retraitement des eaux. Et par contre, elles sont consommées par les plantes localement et donc elles rafraîchissent la place. Et après, une fois que le réservoir s'amenuise et est à zéro, bien sûr, il y a du complément d'arrosage, mais exactement comme on le ferait d'une manière classique. Voilà. Et donc, c'est exactement la vision circulaire qu'on a dans notre projet, c'est-à-dire de se dire, il faut arrêter en fait de fonctionner vraiment trop en silo, de se dire on crée une solution qui va gérer une seule ressource. Non, en fait, il faut essayer de fonctionner avec toutes les ressources qu'on va avoir sur un même endroit. Donc, à savoir l'eau d'où elle vient, aussi bien de l'eau pluviale, aussi bien d'un bâtiment, de l'eau brute, de l'eau potable, etc. Voilà. On a une question en ligne qui s'adresse à Christos Raftoyanis. Comment combiner votre solution, qui est plutôt une solution donc d'intérieur et une solution électronique, dans l'environnement public? Donc, par exemple, vous avez cité des conteneurs placés au sein des quartiers. Et comment serait-il possible de combiner ça avec l'existence de potagers ou de jardins partagés, par exemple? Merci beaucoup pour cette question, qui est une belle question, mais la réponse est très simple. Ayant un système plug and play, nous avons des systèmes qui sont installés dans le conteneur. C'est une solution facile, n'est-ce pas? Donc, on branche le conteneur sur une prise de courant et on a du courant électrique et la culture peut commencer. On ne place pas quelque chose totalement à l'extérieur. Il y a une prise de courant et voilà. Merci.
Moi, j'aurais une question pour Benigno au sujet de... Parce que ça a été dit tout à l'heure. À Athènes, il y a des orangers à orange amer partout. Donc, en dehors de Séville, avez-vous proposé votre solution ailleurs, à d'autres villes en Espagne et à d'autres villes à l'étranger, et voire même à Athènes, parce qu'il y a des périodes où on voit les oranges tomber et, comme on dit, pourrir par terre. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, Benigno. Disculpad, pero no he podido entender la traducción porque no la he traducido, con lo cual no he podido entender la pregunta. Disculpadme, pero mi nivel de francés. Il n'a pas entendu la traduction. Je ne sais pas si je reprends ma question. Je reprends. Si je reprends. Vous entendez la traduction là maintenant? Je disais. Ahora sí. Ok. Je disais moi, bien évidemment, je salue toutes les innovations qui ont été proposées, que je trouve vraiment géniales. La vôtre en particulier, avez-vous proposé votre solution à d'autres villes espagnoles ou à l'étranger? Parce que personnellement, je pense à Athènes en particulier, parce que des orangers amers, il y en a partout, vraiment partout, et avec des périodes où on voit, comme je le disais tout à l'heure, des oranges tomber, pourrir à même le sol et qui ne sont pas valorisés, exploités. Merci. Sí. Mira, nosotros en España las competencias ambientales están cedidas a las que son las comunidades autónomas, a las regiones. Chaque région, chaque communauté indépendante en Espagne est responsable pour les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique. Nous travaillons avec la ville de Séville afin d'appliquer ce modèle dans toute l'Andalousie. Pas seulement pour les oranges amères, mais pour tout produit, tout ce qui peut contenir du carbone et qui peut générer du biogaz. Donc, nous essayons de mettre en place un modèle qui peut être appliqué dans chaque ville. Le cas de la Grèce, c'est le problème que nous avions en Espagne, à Séville, avec toutes ces oranges amères qui tombaient, pourrissaient et qui devenaient très dangereuses pour les piétons et pour les voitures. Donc, c'est un modèle qui peut être appliqué partout, dans le sud de l'Europe, mais pas seulement. Dans toutes les régions où il y a cette capacité à transformer ces produits en biogaz. Je voudrais vous remercier tous. Vous avez vu des solutions innovantes venant d'autres pays. J'espère que vous en avez profité, comme nous-mêmes. Et on devrait peut-être aboutir à cette idée. On doit avoir un mélange de ressources humaines et de ressources techniques. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là il faut donc nous occuper des techniques à monter. C'était la raison pour laquelle nous étions tous ensemble réunis. Nous remercions l'Institut français de Grèce et l'Institut Cervantes. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Juste un mot pour conclure, pour vous remercier, tous les participants ici, les innovateurs, Benigno aussi à distance, pour votre participation à cette belle soirée avec ces idées vraiment inspirantes, rafraîchissantes et qui donnent envie de se réapproprier sa propre ville. Merci infiniment. Merci infiniment, Nicoletta, pour l'animation, la modération de cette soirée. Je remercie au nom du directeur de l'Institut, au nom de la directrice de l'Institut Cervantes, tous les participants et ceux qui sont présents là et ceux qui ont suivi en ligne.
et je vous souhaite une très bonne soirée. L'événement suivant dans le cadre du festival Jardin se tiendra, bien évidemment il y a un autre, mais dans les locaux de cet institut le 23, donc après-demain, jeudi soir, à 19h30 sur la terrasse de l'Institut français de Grèce, une belle terrasse où vous aurez une très belle vue sur l'Acropole et sur le Lycabette, avec un débat entre Stefano Mancuso, et cette fois-ci en collaboration avec l'Institut italien, Stefano Mancuso qui est un biologiste, un botaniste, qui est aussi l'un des défenseurs du concept de la neurobiologie végétale, un débat avec Camille Louis, française, qui est elle dramaturge, professeure de philosophie. Donc on aura un débat sciences naturelles et philosophie qu'on espère très riche et très dense, donc le 23 à partir de 19h30 sur la terrasse de l'Institut. Je vous souhaite une excellente soirée et j'invite tous ceux et celles qui sont présents ici à un cocktail dans le hall d'entrée de l'Institut. Merci beaucoup, très bonne soirée.